Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Aujourd'hui, nous allons parler des manifolds numériques et analogiques. Suite à ma vidéo sur la surchauffe, beaucoup ont demandé comment est-ce qu'on peut lire le manomètre. Ça m'a paru un peu, j'ai été un peu surpris, oui, parce que je me dis tous les frigoristes savent comment lire un manifold. Ce n'est pas si compliqué que ça, ou lire le manomètre. Bref, c'est vous qui demandez, et quand vous demandez, vous le recevez donc. Je suis obligé de vous montrer. Je vais partager rapidement mon écran pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Lorsqu'on parle de manomètre, c'est uniquement ça, cette jauge-ci qui permet de lire la pression d'un système. Maintenant, lorsqu'on raccorde à ce manomètre les flexibles ou les boyaux, tout l'ensemble s'appelle manifold. Oui, le manifold, c'est l'instrument particulier ou alors primordial pour un frigoriste qui veut lire les paramètres de fonctionnement de son système, à l'occurrence la pression haute ou basse, ainsi que les températures d'évaporation et de condensation. Oui. C'est ce deuxième paramètre qui échappe beaucoup parce qu'avec le manifold ou le manomètre ici, vous pouvez également lire la température d'évaporation et avec celui-ci, la température de condensation. Souvenez-vous, dans une installation frigorifique comme ça, il n'y a que deux pressions, la haute et la basse. C'est pourquoi sur votre manifold que vous voyez là, vous avez des flexibles, un qui est bleu ici, qui est du côté basse pression, un qui est rouge, qui est du côté haute pression. Ne vous fiez pas toujours aux couleurs parce que les couleurs peuvent interchanger et vous restez bloqué et figé. Il faut juste regarder la jauge sur laquelle est connecté votre boyau pour le connecter au bon endroit de votre installation. Maintenant, pourquoi bleu basse pression et rouge haute pression? Ça va avec l'ordre de grandeur. Vous voyez ici, on va jusqu'à 21 bars parce que oui, lui, c'est en bar et en haut, c'est en PSI. Ici, comme ça, vous avez la pression en PSI. Ici, à l'intérieur, vous avez la pression en bas. Ici, vous avez la température en degrés Fahrenheit. Ici, vous avez la température en degrés C. Comme je le disais, lui, il est habilité à mesurer la basse pression. Pourquoi? Parce que la pression ne va qu'à 21, jusqu'à 21 bar. Or, si on se rapproche de celui-ci, on va se rendre compte que la pression va jusqu'à 55 bar. C'est pourquoi lui, il peut lire les hautes pressions. Et lui, si vous le connectez du côté haute pression, ça risque de le dérégler parce que lorsque la pression va dépasser les 21 bars, lui, il ne sera plus habilité à le lire et vous serez dans cette zone qu'on appelle la zone de retard. C'est une zone où vous ne pouvez pas lire la pression, mais vous n'allez pas connaître ce qui se passe dans votre installation. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser ce côté-ci pour la basse pression et ce côté-ci pour la haute pression. Maintenant, parlant des boyaux, vous pouvez arriver sur une installation où ça a été interchangé. Il faut également faire attention parce que le plus souvent, les flexibles ou les boyaux de couleur bleue-ci ou couleur jaune ont une pression de rupture inférieure au boyau rouge. Parce que, il y a des constructeurs qui fabriquent les mêmes boyaux avec la même pression de rupture mais d'autres priorisent le rouge et lui donnent une pression de rupture beaucoup plus élevée. Donc, voilà un peu ce qui fait la différence entre le bleu et le rouge. Le bleu côté basse pression et le rouge côté haute pression. Maintenant, si on avance, on va se rendre compte que euh, ici, chaque pression que vous allez lire correspond à une température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, si on revient Si on revient ici, vous allez vous rendre compte que toute la condensation se passe à quoi? À la pression haute. Et toute l'évaporation se passe à la pression basse. Ça veut dire que lorsque je lis ma pression basse sur mon manomètre, ça correspond exactement à ma température d'évaporation. Pareil pour la condensation. Lorsque je lis la haute pression, ça va directement correspondre à ma température de condensation. Voilà ce qui se passe en fait. C'est pourquoi on vous dit, allez sur le mano et lisez la température d'évaporation de votre système. Quand je vous avais dit de calculer la surchauffe, vous m'avez demandé si vous aviez besoin de deux capteurs de température pour calculer votre surchauffe. Je vous avais répondu non. Vous avez besoin uniquement d'un seul capteur de température que vous allez mettre à la sortie de l'évaporateur. Que vous allez mettre à la sortie de l'évaporateur ici pour mesurer la surchauffe parce que comme vous avez déjà votre mano du côté basse pression, si vous lisez par exemple, je dis n'importe quoi, si vous lisez par exemple ici 9 bars, vous allez toujours suivre l'aiguille
L'aiguille ici va vous indiquer également une température ici, en Fahrenheit, en degrés C, qui sera autour de 7 degrés. Ça veut dire que les 7 degrés là, c'est votre température d'évaporation. Cette fois-là, vous allez prendre la température que vous allez lier à la sortie de l'évaporateur. Vous allez faire la différence avec les 7 degrés-ci pour obtenir votre surchauffe. Voilà donc comment on lit la température d'évaporation avec un manomètre sur un manomètre. Or, ici, du côté manomètre haute pression, si vous voyez bien ici, vous allez vous rendre compte que c'est pareil. Si je lis, par exemple, une pression de 25 bar, ça correspond également à une température de condensation ici. Vous voyez, je lis juste la température ici et je sais que c'est la température de condensation. Maintenant, si je veux calculer mon sous-refroidissement, je vais juste à la sortie du condenseur, je mesure la température là-bas, je fais la différence des deux et j'ai mon sous-refroidissement dans mon système. Voilà comment on peut utiliser un manifold ou un manomètre pour lire les températures également de condensation et d'évaporation. Il peut maintenant arriver que vous ayez un seul manomètre et vous allez vous demander comment est-ce que vous allez faire. J'ai pris l'exemple de ce manomètre, c'est pour que vous compreniez que un manomètre peut être utilisé pour lire plusieurs pressions en même temps. Pas plusieurs pressions, plusieurs fluides frigorigènes. Celui-ci, par exemple, il peut lire pour le R134, pour le 22, pour le 404, pour le 407 et le 507A. Vous voyez, c'est le même manomètre, mais il a plusieurs courbes qu'on va essayer de regarder maintenant. Vous voyez ici, il y a toujours notre zone de retard. Comme on a notre zone de retard ici, on a 8 bars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une basse pression. Vous pouvez également y comprendre comme ça en regardant directement. Maintenant, si on avance et on voit peut-être ici le 134, vous allez voir que pour un fluide donné à une pression déterminée, ce qui va changer, ce n'est pas la pression, mais la température. Si on prend par exemple le R22 que vous connaissez comme une référence, vous savez que si vous faites la climatisation avec le R22, la température est autour de 4 bars. Autour de 4 bars, la pression est autour de 4 bars. Maintenant, si vous voulez regarder la température d'évaporation sur ce R22 à 4 bars, vous allez vous rendre compte que c'est ici autour de 0 degré, 0 quelque chose. Autour de 0 degré, voilà la température d'évaporation. Or, si vous aviez les mêmes 4 bars pour le R134, vous allez voir que la température devait être ici, autour de 16 bars. Or, avec 16 bars, vous ne pouvez pas faire la réfrigération. Comme le R134, l'application particulière, c'est la réfrigération, vous ne pouvez pas. Vous allez donc vous rendre compte qu'il faut que la pression soit autour de 1 bar pour que la température d'évaporation soit de -10 ou un peu plus pour avoir la température d'évaporation qui va vous permettre de faire votre réfrigération. Or, ici, avec les mêmes 1 bar, si c'est le RE22, vous allez rendre compte que la température sera beaucoup trop basse. Ça va donc vous dire qu'ici, il n'y a pas assez de fluide pour avoir la température d'évaporation qu'il faut pour faire de la climatisation avec le RE22, par exemple. Vous voyez un peu, voilà comment est-ce qu'on peut analyser ces choses. Et si vous voyez que ici, autour de 4 bars, si c'était le R404, on devait avoir quoi? On devait avoir une température ici autour de -8. Vous voyez? -8 avec le R404. Or, le R404, si vous l'utilisez dans une application de chambre froide négative avec 4 bars, -8, vous ne pouvez pas faire une chambre froide négative. Vous êtes obligé de revenir, regarder un peu les températures de -30. Vous voyez que et si vous êtes une chambre froide qui va peut-être aller jusqu'à -30, vous êtes obligé de venir regarder jusqu'à peut-être -30, -40 même ici. Vous voyez que la température ici ne va même pas souvent, la pression ne va même pas souvent dépasser les 1 bar. Vous voyez un peu. Pour faire votre application de chambre froide hyper négative. Voilà un peu comment on regarde. Ça veut dire, pour un même fluide frigorigène, vous pouvez avoir une pression donnée, mais ce qui va changer, c'est quoi? La température en fonction de l'échelle ou alors en fonction du fluide frigorigène en place. Les fluides peuvent avoir la même pression, mais pas la même température d'évaporation ou de condensation. Donc, il faut bien regarder les paramètres de fonctionnement de votre installation. Voilà comment utiliser un manifold ou un manomètre pour lire la température qui correspond à la pression. Et à l'occurrence, pression d'évaporation et pression de condensation. Maintenant, ça, c'était analogique. Vous pouvez aller directement sur le manomètre numérique. Vous voyez ici, ça vous affiche directement vos valeurs.
en termes de température d'évaporation. Ça calcule directement pour une pression donnée, ça calcule directement la température d'évaporation. Ça ne calcule pas, ça vous l'affiche et vous voyez directement ça devant vous pour un fluide donné. Et lui, il peut sélectionner le fluide qu'il va utiliser, qui est utilisé. Cette pression-ci, oui, c'est pour le R134A. C'est quoi la température qu'on aura? Pareil pour la température de condensation. Voilà ce qui est totalement beau. Et en plus, vous pouvez avoir des modèles qui ont des sondes de température qui vont directement vous calculer le superheat et le subcooling, la surchauffe et le surrefroidissement, et vous l'affichez directement sur votre manomètre numérique. C'est pourquoi les manomètres numériques ou les manifolds à affichage numérique sont beaucoup plus fiables que les manomètres à cadran analogique comme ça. C'était tout pour notre petite explication sur la lecture du, du manomètre frigorifique. Parce que pour tous les frigoristes, c'est une évidence. Lire les pressions, c'est facile. Mais n'oubliez pas, on a les plus petits qui sont derrière nous, qui sont encore novices et qui ont besoin de comprendre. Donc, je demande toujours votre indulgence lorsque je fais des choses qui paraissent tellement faciles. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour vous qui êtes hyper, super professionnels. C'est pour nos petits frères qui apprennent encore le métier. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout, la communauté doit s'agrandir. C'était le docteur VRV. Seul, on est fort. Ensemble, on est invincible. À plus.